C'est ça. La problématique, c'est de faire le tri. Quand on développe un médicament, faut être rigoureux, faut pas perdre de temps. La vitesse, c'est le contraire de la précipitation. Il faut d'abord regarder ce que l'on a dans la bibliographie. Est-ce qu'on sait ce que faisait ce médicament? Alors si on parle, ce qui nous intéresse, c'est l'hydroxychloroquine, là. Mais qu'est-ce qu'on sait sur l'hydroxychloroquine? On sait que ça marche in vitro dans beaucoup de virus, la grippe, le chikungunya, le SARS-CoV-1, la dengue, le VIH, enfin j'en passe. Par contre, il y a un problème, c'est que chaque fois qu'on est passé in vivo, ça n'a jamais marché. Et alors, ça n'a jamais marché, mais pire, ça a aggravé des patients, notamment les patients de chikungunya sont aggravés, les patients VIH, ça a augmenté la croissance du virus chez l'homme, et ça a joué sur les CD4. Donc ça, c'est pas forcément parce qu'on a une action in vivo qu'on a une action in vitro, qu'on a une action in vivo. Et le problématique de l'hydroxychloroquine, c'est que non seulement une action qui est possiblement antivirale, mais elle a une action qui module l'immunité. Et on ne sait pas trop bien ce que ça va faire si on diminue ou on augmente l'immunité, ce que ça va faire sur la réaction inflammatoire dont parlait le précédent auditeur. Pour être plus précis, Mathieu Molimar, j'ai lu certains de vos articles. Pour résumer, vous expliquez que c'est un produit qui se diffuse assez lentement dans l'organisme, alors qu'il faudrait une dose massive pour tuer le virus. J'ai bien compris ? Exactement ça. En fait, je ne vais pas rentrer dans des séquences de la pharmacocinétique de haute volée. Restons simples. C'est un médicament qui effectivement rentre très doucement dans l'organisme. Il faut grosso modo plus d'un mois, il a un mois de demi-vie, donc il faut 6 mois pour être vraiment au plateau d'efficacité, ce qui explique que dans le lupus, on n'a pas vraiment l'effet avant un mois. C'est un des éléments qui explique cela. Il faudrait pouvoir mettre des doses très fortes. Le lupus, je précise, le lupus traité au long cours par l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, et dans cette maladie, l'hydroxychloroquine fonctionne, est efficace et a beaucoup moins de risques que dans le Covid. J'insiste là-dessus, le rapport bénéfice-risque de ce que l'on a dans le lupus avec l'hydroxychloroquine n'est absolument pas remis en cause parce que l'on observe dans le Covid où le rapport bénéfice-risque, là, par contre, est plutôt défavorable. Alors, pour en revenir à cette diffusion, ça met du temps à arriver dans l'organisme. Et le problème de l'hydroxychloroquine, c'est que si on donnait une très forte dose immédiatement, en quelques jours, parce qu'on veut que ça marche vite, si on veut une action antivirale, on tuerait le patient. Donc, la marge de sécurité qu'on a entre la dose que l'on trouve in vitro et la dose qu'on voudrait avoir in vivo pour avoir l'effet, fait que ça marche pas. En fait, quand on développe un médicament, donc on regarde ce qu'il y a in vitro, ensuite on fait normalement des modèles animaux, là disons qu'on n'a pas le temps, on va ensuite passer chez l'homme, on va regarder ce que donne ce médicament chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la phase 1, première administration du médicament à l'homme. Et là on va regarder quelle est la dose maximale tolérée. Et les concentrations qui sont en rapport avec ça. Et là, quand on regarde les concentrations, la dose maximale tolérée, elle est pas très loin de la dose que l'on a in vitro. Donc ça pose déjà un vrai problème. On a un feu orange chaque fois qu'on choisit des médicaments et qu'on les développe. En fait, on fonctionne par des go or no go. Il faut s'arrêter le plus vite possible parce qu'on a des dizaines de médicaments qui peuvent être donnés et efficaces potentiellement dans le chikungunya, dans le Covid. Et il faut qu'on fasse le tri. Il faut qu'on fasse le tri le plus vite possible, parce que si on pousse le plus loin un médicament qui ne marche pas, on a gaspillé de l'argent, on a gaspillé des ressources, on a fait mettre en danger des patients alors qu'il y aurait d'autres médicaments qui peuvent marcher. Donc c'est vraiment un travail de tri, comme les militaires font du tri, on va prendre celui-là, il va marcher, on le pousse, celui-là va pas marcher, on s'arrête. Donc là, sur la phase 1, on a un feu orange bien mûr, si vous me permettez, c'est-à-dire que les concentrations in vitro et les concentrations in vivo, on n'y croit pas beaucoup, surtout avec l'antécédent que ça n'a jamais marché sur aucun virus. Normalement, après, on passe dans un modèle qu'on appelle la phase 2, où on essaye de donner le médicament à des patients contre un placebo pour en revenir sur l'intérêt du tirage au sort, pour regarder sur un critère vite, facilement mesurable, qui va être, par exemple, dans ce cas-là, la décroissance du virus dans le nez. Et là, on a 2 études qui ont été réalisées, tirées au sort, randomisées, une de 30 patients, une de 150 patients. Ces 2 études sont négatives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décroissance différente entre le groupe qui a reçu par tirage au sort l'hydroxychloroquine et le groupe qui n'a pas reçu l'hydroxychloroquine. Là, c'est un feu rouge vif. Normalement, on s'arrête, on dit stop, on passe à d'autres molécules, on a des dizaines d'autres qu'il faut tester, il faut se dépêcher. Et il ne faut pas faire 150 études comme on est en train de faire actuellement, ça dépense des millions d'euros. On perd du temps, on aurait dû savoir il y a déjà un mois si ça marchait ou pas. Et on aurait dû le savoir parce qu'on appelle la phase 3. Et la phase 3, c'est qu'on va donner le médicament ou un placebo ou le meilleur des soins à côté, c'est-à-dire on va tirer au sort
un groupe de patients qui va recevoir le médicament et un groupe qui va pas le recevoir, qui peut recevoir autre chose. Ça me gêne pas de donner, par exemple, de la vitamine C. Pourquoi pas? C'est ce qu'on a fait dans une étude à Bordeaux, ça s'appelle l'étude Coverage. Et on regarde, est-ce que ce médicament, dans ces circonstances, à des patients, va changer des critères pertinents, qui sont la seule chose qui nous intéresse à la fin. C'est est-ce que ça va diminuer des hospitalisations? Est-ce que ça va diminuer des réanimations? Est-ce que ça va diminuer des décès? Deux choses l'une. Si c'est positif, on va pouvoir traiter tous les patients, on aura convaincu la communauté scientifique et on ira tous. Si c'est négatif, on arrête les frais, on est déjà allé trop loin, on cherche une autre piste. Et pour cette étude-là, de phase 3 n'a pas été faite. On a grillé les étapes de sécurité élémentaire en levant l'interdiction. Tant que le médicament n'a pas prouvé son bénéfice et son risque, il est interdit de le mettre sur le marché parce que tous les médicaments sont des toxiques. Il faut le rappeler, il n'y a pas de médicaments sans risque. Les médicaments, c'est pas des bonbons, c'est que des toxiques. C'est parfois utile, des fois ça sauve des vies, mais il faut pas oublier que c'est toujours des toxiques. Donc là, il y a une interdiction utilisée tant qu'on n'a pas démontré le bénéfice et le risque. Cette interdiction n'a pas été levée, mais comme il était déjà sur le marché pour une autre indication, elle a été contournée pour une utilisation large, non justifiée, sans groupe contrôle, si bien qu'on a des études maintenant qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, en fonction des biais de sélection. Tantôt, j'ai mis plus des patients qui vont plutôt bien avec mon traitement, tantôt j'en mets qui vont moins bien avec ce traitement, et je vais trouver que tantôt l'hydroxychloroquine c'est formidable, et tantôt ça tue les gens. En fait, ça a été utilisé par plus de 3000 personnes, pour pas le citer. On aurait déjà eu la réponse début avril si on avait dit on vous donne 500 patients d'hydroxychloroquine, 500 patients de la vitamine C, pour reprendre cet exemple. Et on n'a pas la réponse, ça n'a pas été fait, donc on est dans la difficulté et il faut revenir aux bases.